Bonjour, mon invité aujourd'hui est Rachida El Azouzi de Mediapart. Bonjour Rachida, vous revenez de Syrie. Vous êtes allé en Syrie, à Damas, à Idlib. Alors tout le monde, bien sûr, s'interroge sur vos pouvoirs avec deux sentiments dans les médias centraux. La joie de voir Bachar el-Assad être tombé et la crainte sur la nature du nouveau régime. Tout à fait, c'est une bonne synthèse. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Ah, effectivement, l'inquiétude, le dispute à la joie, mais comment serait-ce possible autrement finalement? L'inquiétude, accompagne, les chutes de régime, et les transitions politiques. On ne peut pas aujourd'hui, faire tomber une dictature, vieille de 50 ans, et le lendemain, bâtir un nouveau régime, qui s'appellerait, la démocratie, sans passer par une phase, d'incertitude, d'inconnu, qui va être jalonnée évidemment d'obstacles. Ceci étant dit, je crois qu'il faut et c'est important de s'arrêter sur la joie, parce que les Syriens ont véritablement besoin de joie, ils ont besoin de solidarité, ils ont besoin de vivre cette période qui s'ouvre, cette marche de l'histoire qui les libère, du joug des Assad, qui les libère du boucher de Damas, comme on a appelé Bachar el-Assad. Et c'est important, de se souvenir que 50 ans d'une dictature, l'une des plus féroces au monde, ne se, balaie pas, d'un revers, de main et à l'aune de l'arrivée d'un nouveau régime, ici en l'occurrence, celui qu'on appelle le nouveau maître de Damas, Ahmed al-Shara, plus connu sous son nom de guerre, Abou al-Joulani. La joie, c'est important aussi parce que, je crois que entre hier et aujourd'hui, ce qui a changé tout de même, c'est la peur. Mm. Heu, nous n'avons plus peur, me disaient, de nombreux Syriens ces derniers temps, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir, des discussions, au café, dans la rue, entre amis, en famille, sur, la question politique, sans craindre d'être arrêté, d'être recruté de force, d'être torturé, de disparaître. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas, sous-estimer, la dimension, et le besoin de réparation, de reconstruction, pas seulement du pays, mais aussi du peuple syrien. Il y a Vous avez besoin trouvé une d'être. population traumatisée? Oui, oui, évidemment, bien sûr. En fait, il faut imaginer, que là, dans l'espace où nous nous trouvons, ici à l'Iris, toutes les personnes, qui fréquentent, ce lieu sont tous, de près ou de loin frappées par, la disparition d'un de leurs proches, par la torture, qui a eu son frère, sa sœur, un cousin, qui a disparu, dont on ignore s'il est vivant ou s'il est mort sous la torture. Et ça, véritablement, c'est, absolument bouleversant. C'est absolument bouleversant. Et c'est important, de laisser, dans ce moment de transition, cette partie doit être vécue. Est-ce qu'il n'y a pas eu, dans le regard des journaux occidentaux sur le nouveau régime, un peu, une sorte de caricature, les questions de savoir, s'il serre ou non la main de, la présidente de la représentante, des relations extérieures de la Commission européenne? Enfin, on a l'impression que, le fait, de serrer ou non la main à une représentante étrangère était plus importante que la nature du régime. Tout à fait. Et de nombreux, Syriens et de nombreuses Syriennes, m'ont fait cette réflexion et étaient, souvent consternés, de voir des journalistes occidentaux débarquer et n'avoir, pour, fixette que, la question de savoir si l'alcool va être toléré, dans les rues, de Damas, dans les rues de Syrie, et si, les femmes vont être voilées. Comme si aujourd'hui la libération, du joug Assad, nécessitait d'abord de répondre à la question: «Est-ce qu'on va pouvoir boire de l'alcool librement et est-ce que, les femmes vont être voilées?» C'est pas la Résumer, préoccupation majeure des mais bien Syriens. sûr, mais résumer surtout, l'enjeu de la période historique que nous sommes en train de vivre en Syrie, qui se déroule là sous nos yeux, à une question d'alcool et une question de voile, comme si c'était uniquement les 2 paramètres pour estimer si un peuple est libre ou pas. C'est insultant, en fait, c'est insultant. Et encore une fois, aujourd'hui, être libre en Syrie, c'est pas seulement une question de savoir si on peut boire ou pas de l'alcool, si on peut porter ou pas le voile, sachant que ici dans notre Occident, la question, c'est plutôt on n'a pas envie que les Syriennes portent le voile, puisque c'est ça aussi. Mais c'est surtout, la liberté de ne pas être espionné, la liberté de ne pas être torturé, la liberté de ne pas être arrêté, la liberté de ne pas être recruté de force.
la liberté de ne pas finir dans les geôles d'Assad. C'est ça aujourd'hui. Et la liberté, c'est donc celle de pouvoir s'exprimer librement dans la rue. C'est celle aussi celle de pouvoir se nourrir sans avoir à payer des pots de vin pour obtenir un litre d'huile ou un kilo de farine. Voilà les enjeux qui se posent aujourd'hui dans la Syrie nouvelle. Et je crois qu'Ahmed al-Sharah suscite effectivement, de par son passé djihadiste, etc., de nombreuses questions et une certaine incertitude, d'autant qu'il a envoyé quelques signaux contradictoires, et quand ce n'était pas lui, c'était son entourage qui envoyait des signaux contradictoires. Mais s'il vous plaît, ne résumons pas Mmh. l'enjeu de la révolution syrienne à une question Quels d'alcool. sont les enjeux principaux pour le nouveau pouvoir? C'est d'abord l'économie du pays? Tout à fait. Alors, je parlais de réparation et de reconstruction. Je crois que c'est deux mots-clés, parce qu'il s'agit de réparer, de reconstruire un pays, mais aussi de réparer, reconstruire euh, un peuple, des âmes qui ont été broyées par des décennies de violence, de cruauté, dont on ne mesure même pas encore l'ampleur. Et il faut imaginer aussi un pays tout entier à la recherche de ces disparus. Des milliers de personnes ont disparu. Et puis, il y a un enjeu, et Ahmed El-Sharah se pose en promoteur de cela, c'est l'enjeu de la réunification. C'est l'enjeu de réunifier la Syrie, c'est l'enjeu de réunifier le peuple syrien. Et cela va passer par la reconnaissance, le respect du droit des minorités, car la Syrie est un pays pluriethnique, un pays euh, multi-confessionnel, multiethnique, et c'est un pays qui a donc besoin d'être reconnu en cela, et pour cela, les minorités doivent être reconnues. Et ça passera aussi par le respect des droits des femmes, qui font totalement partie de la Syrie, et ça aussi, c'est un enjeu majeur. Et je crois qu'Ahmed al-Sharah a aussi compris que pour lever les sanctions internationales qui pèsent aujourd'hui sur la Syrie et qui pèsent aussi sur lui, son ambition d'être un homme d'État, c'est aussi celle-ci, et ça va passer par ces deux paramètres. Alors, il y a pour les minorités, il y a 3 composantes, sur lesquelles porte attention. Les Alaouites, est-ce qu'il y aura un sentiment de vengeance par rapport, à cette communauté dont, Bachar el-Assad et Hafez étaient issus? Les Kurdes aussi et puis les chrétiens. Est-ce qu'en 3 épisodes, vous pourriez voir un peu quels sont les enjeux pour ces 3 communautés? Alors, je ne vais pas apporter non plus des réponses, parce que je crois que les mois à venir et les années à venir vont L'histoire être s'écrit, ouais. tout à fait vont être déterminantes. Mais en fait, effectivement, vous l'avez dit, ce sont 3 points clés, 3 points clés. La question kurde, qui mériterait Une à elle seule émission, une ouais. émission, hein, pourquoi pas dans un prochain avenir. Mais la question kurde, oui, elle se pose là, d'autant que Ahmed al-Sharah est contre un État fédéraliste. Donc il y a cette région autonome que l'on appelle le Rojava, qui est le nord-est syrien, et qui aujourd'hui qui va être déterminante. C'est une région autonome. Et donc la question est, est-ce que le gouvernement autonome va survivre à la révolution syrienne? Je crois qu'il est encore trop tôt pour y répondre, mais il est vrai que Ahmed al-Sharah a l'ambition de fondre les forces démocratiques syriennes, qui sont donc les forces kurdes, avec les autres forces Et du son pays. allié turc est très sensible à ça aussi. Et son allié turc est évidemment très sensible à cela. Mais je crains aussi que les Kurdes n'acceptent pas non plus cela, dans la mesure où les Kurdes, contrairement à Ahmed al-Sharah, qui à Idlib n'avait pas véritablement un projet politique à l'échelle d'Idlib. Lui, son projet politique était déjà à l'échelle de la Syrie. Son objectif politique, c'était de libérer Damas, de libérer la Syrie du joug des Assad. Les Kurdes dans la région autonome, eux, ils ont un vrai projet politique, et je ne crois pas qu'il soit compatible avec ce qui se joue par exemple dans la province d'Idlib. Et on pourrait prendre l'exemple de la condition des femmes aussi, telle que l'appliquent les Kurdes dans leur région, et telle qu'elle est appliquée par exemple à l'échelle d'Idlib. D'accord. Et pour les chrétiens? Pour les chrétiens, là, il y a de grandes inquiétudes. Il y a de grandes inquiétudes, mais comme me disait une chrétienne, une jeune femme étudiante, on a grandi dans la peur de l'islam, dans la peur des musulmans. Il ne faut pas oublier que Bachar el-Assad aussi a utilisé les minorités pour diviser le pays et mieux régner. Et donc évidemment que tout cela, ça laisse des stigmates, cela a des conséquences. Et aujourd'hui, on peut le vérifier. Il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes là-dessus, mais les premiers signaux envoyés par Ahmed el-Sharah, c'est que il va réunir toutes les minorités, qu'il y aura une constitution qui donnera autant de droits aux chrétiens, aux alaouites, aux druzes,
aux Kurdes. Donc il y a vraiment aussi cette idée de réunifier, de se poser en réunificateur de la Syrie. Ce qu'il a fait à Idlib, l'Idlib était un laboratoire, c'était aussi la première marche vers Damas, mais c'était aussi un laboratoire. Qu'est-ce que vous avez pu observer en allant à Idlib? Idlib est un terrain véritablement passionnant, d'autant plus quand on est journaliste. Et pour ma part, j'aimerais y retourner dès que possible parce que je crois que ce qui s'y joue, ce qui s'y est joué ces dernières années, donne à voir à la fois une partie de la Syrie, mais aussi une autre Syrie. C'est vrai que quand on arrive à Idlib, c'est une autre Syrie qui se déploie sous nos yeux. C'est une Syrie qui n'est ni démocratique, mais ce n'est pas non plus une Syrie qui est totalitaire. Et ça, c'est important de le décrire. Et c'est vrai qu'Ahmed al-Sharrah en a fait son terrain, son tremplin politique, mais pour sa visée qui était celle de faire tomber un régime dictatorial et pour imposer un autre avenir à la Syrie. Il y est parvenu, mais la façon dont il a pris le pouvoir localement est intéressante parce qu'il a consolidé son pouvoir par la politique et par la force. Il a fait le ménage dans les différentes factions armées à partir de 2015 pour devenir la principale force dominante avec son groupe armé HTC, Hayat Tahrir al-Sham. Et ensuite, à partir de là aussi, il s'est déployé sur le plan politique avec le gouvernement de salut syrien, qui est en quelque sorte la façade civile de son groupe armé. Et c'est intéressant de voir que là, c'est un gouvernement qui s'est mis en place avec une fonction publique et des faibles ressources, disons-le. Il s'est beaucoup appuyé notamment sur les ONG. Mais le but était d'offrir du répit à une population assiégée, une population en très grande souffrance. Une grande partie de la population d'Idlib, qui abrite 4 millions de personnes, sont majoritairement des déplacés internes. Donc il y avait un quotidien extrêmement dur. Et malgré cette ville assiégée, il a réussi à leur permettre à obtenir de l'eau courante, de l'électricité, de l'Internet. Ce qui n'existait pratiquement Pas- plus dans pas- le reste du pays. Dans le reste du pays, à Damas, vous avez de l'électricité quelques heures par jour. Quand vous allez à Idlib, vous avez de l'électricité 24 Comment heures sur a-t-il fait 24. pour parvenir à ce résultat-là? Eh bien, c'est à la fois, et je crois que c'est important d'en parler tout à l'heure avec un de vos chercheurs qui est originaire d'Idlib et qui racontait ce qu'était Idlib aussi avant 2015 et ces 40 dernières années. C'est un territoire qui avait été totalement abandonné. On est dans une région rurale extrêmement conservatrice, qui était déjà très conservatrice euh, bien avant l'arrivée de HTC, bien avant l'arrivée des djihadistes, bien avant l'arrivée de la guerre. Elle a toujours été un territoire sunnite majoritairement, très conservateur, où les femmes adoptent souvent des vêtements islamiques assez stricts, notamment le niqab, qui ne laisse entrevoir que les yeux. Donc avant l'arrivée au pouvoir, Tout à fait, ce n'est pas Ahmed al-Sharrah qui a imposé ce code vestimentaire, mais ça ne veut pas dire que lui et son mouvement n'ont pas essayé à un moment donné aussi d'appliquer la police islamique, la Hisba, et notamment en imposant des vêtements stricts islamiques, ce fameux niqab, ou sa version encore plus radicale où vous ne voyez rien, seule la personne qui est sous le niqab vous voit. Mais ils n'ont pas réussi. Et c'est intéressant parce que je discutais avec un imam, pour le coup très conservateur, qui m'expliquait quand Joulani est arrivé, on a voulu voir quelle était la différence entre lui et Assad. On a voulu savoir aussi quel était son islam, parce que si nous, on considère que la charia doit être le conducteur de notre quotidien, on ne veut pas qu'elle soit aussi un combat contre l'humanité. Et on s'est rendu compte, par exemple, qu'ils avaient des velléités de restrictions très fortes, notamment concernant les femmes, concernant le corps des femmes. Et là, on a refusé. C'est intéressant de voir que c'est un imam très conservateur qui explique pourquoi la Hizba n'a pas eu possibilité de se déployer dans cette région. Et donc, assez vite, dès 2021, elle a été abandonnée, ce qui a permis ce qui était déjà un début de déradicalisation de ce mouvement par le haut, mais c'est une déradicalisation qui n'est pas une radicalisation totale, dans le sens où je ne suis pas certaine qu'on puisse dire qu'ils sont modérés dans leur vision rigoriste, salafiste, originelle. alors quelque chose que c'est beaucoup inquiété les Occidentaux, c'est est-ce que la Syrie pourrait redevenir, comme du temps de l'État islamique, le centre d'une exportation du terrorisme? Tout à fait. Je crois que Ahmed al-Sharrah a d'ores et déjà répondu à ces questions. Déjà, lui, il avait posé des conditions, alors même qu'il était en train d'opérer cette mue qui nous surprend ici en Occident et à laquelle on a du mal à croire. Comment est-ce possible qu'un djihadiste
puisse Parce aujourd'hui qu'il était lié à Al-Qaïda tout auparavant. à fait, il était lié à Al-Qaïda, il était lié à l'État islamique. Et lui, quand on lui demande de déployer un État islamique sur le modèle de l'État islamique en Irak et de le déployer en Syrie, il refuse. Et lui, une des conditions qui a été la sienne, avec notamment aussi une autre condition qui était celle de ne pas voir son pays basculer dans une guerre confessionnelle, c'était de ne pas organiser d'attentats depuis la Syrie vers l'étranger. C'est aussi une façon de sécuriser son pouvoir, parce qu'il sait que ça a été la perte de l'État islamique, parce qu'il a suscité une coalition contre lui. Donc son objectif, c'est en fait, outre l'aspect religieux, c'est un véritable nationaliste. Oui, je crois que Ahmed Al-Sharah nous a donné en quelques semaines déjà, heu, beaucoup, d'exemples de ce qu'il pourrait être à même, d'être s'il était, un homme d'État. Et on le voit là d'ailleurs dans la façon dont il s'est déployé depuis qu'il a été nommé, président par intérim pour la période, qui de transition. C'est qu'il y a vraiment cette volonté de réunifier. Maintenant, va-t-il y parvenir? Parce que comme vous l'avez dit, cette diversité, culturelle, ethnique, confessionnelle, qui n'est pas rien et qui va f et dans un pays aussi où on a été divisé, où on a été aussi broyé. Donc, pour réparer tout cela, il va falloir mettre beaucoup de volonté dans l'union. Mais on va assez vite savoir si cela fonctionne. D'accord. Donc vous parlez de déradicalisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exemple de ce type, de quelqu'un qui était djihadiste, et qui devient, chef d'État? Oui, c'est une véritable Mmh. troisième voie, Mmh. qui s'ouvre là sous nos yeux. Et on voit bien, hein, qui, laisse pantois, bouche bée pas mal de commentateurs. Heu, Maintenant, je crois qu'il faut arrêter aussi de vouloir appliquer nos standards occidentaux, et il faut arrêter d'arriver avec nos lunettes d'occidentaux, Ouais. qui sont souvent des lunettes aveuglantes et qui donc, Mmh. nous font, nous font passer à côté de ce qui est en train de se jouer Oui, l'enjeu n'est aujourd'hui. pas la consommation d'alcool ou non, Bien mais sûr, ou le fait qu'il ne serre pas ou pas à la main d'une femme. Je crois que l'enjeu est au-delà de ça. L'enjeu, c'est, comment on reconstruit un pays, comment on reconstruit une nation, comment on remet sur pied un peuple qui a vécu ce qu'il a vécu, à savoir 50 ans de dictature, dans un Moyen-Orient en plein bouleversement. Et d'ailleurs, il a tendu la main aussi aux principaux soutiens de Bachar el-Assad, l'Iran ou encore la Russie, en leur disant bien: moi, il y a aucun problème, je veux bien dialoguer avec vous, mais à une condition, vous respectez la souveraineté de la Syrie, et je ne veux pas d'ingérence. les Russes pourraient garder leur base? Ça se négocie. Mmh. Faut voir comment ça va évoluer en effet, mais concernant l'Iran, effectivement, il a aussi participé à l'affaiblissement, de l'Iran, et ça, c'est, à la grande joie notamment de l'Arabie Saoudite. Observons d'ailleurs que le premier voyage officiel d'Ahmed al-Sharah a eu lieu, il y a quelques jours en Arabie Saoudite. Il a même été reçu par, Mohammed Ben Salman. Les signaux qu'envoie, le principal poids lourd, de la région, ne sont pas anodins. Et d'ailleurs, la Syrie compte bien jouer un rôle clé à la fois dans la remise sur orbite dans le concert des nations de la Syrie, mais aussi sur, le plan de la reconstruction. Il y a des enjeux L'Arabie saoudite, financiers. oui. Oui, il y a des enjeux financiers considérables, et l'Arabie Saoudite est en train de se positionner, tout comme la Turquie et d'autres pays encore, du Golfe et de Et la en région. Syrie, vous direz que la Turquie et la Russie sont en concurrence ou en complémentarité? Bonne question. Je je Mmh. je je dirais que chacune y a des intérêts, Mmh. et que la difficulté d'Ahmed El-Sharah sera aussi de ne pas, céder, aux instrumentalisations de chacun. Son intérêt, c'est en fait de faire du multi-alignement, de multiplier les coopérations, les partenariats pour être le plus libre possible dans ses marges de manœuvre? Je crois qu'il a vraiment envie d'être une force de modération et de paix dans cette région, et sans doute aussi à l'aune de ces 13 années de guerre civile. Il ne Mmh. faut pas oublier que HTC, et y compris Ahmed al-Sharah, c'est le pur produit de la guerre. Heu, c'est aussi ça, en fait, pour comprendre. Et c'est qu'à l'origine, quand il vient d'ailleurs, d'Irak, où il a passé, du temps en prison, notamment à Abu Ghraïb, et où la prison a été aussi un incubateur du djihadisme, il revient dans son pays en Syrie avec, cette mission, qui est de développer un mouvement, un groupe armé, pour contrer, un régime tortionnaire, qui est en train de mater un peuple qui se soulève, pour la liberté. C'est aussi comme ça que ça s'opère. Mmh Donc mh. je pense que ça, il ne faut pas le perdre
le perdre de vue. Et comme me disait un Syrien qui a participé à la coalition nationale syrienne, hein, qui est donc une force démocrate, enfin, qui a l'ambition d'une Syrie démocratique, il disait Ahmed al-Shara, n'oublions pas, à l'origine, c'est le fils d'un socialiste. C'est vrai que son père, Hussein al-Shara, était originaire du Golan, ce plateau du sud-ouest de la Syrie qui est occupé, annexé, colonisé en partie par Israël. Et il est issu d'une famille de notables syriens et son père, Hussein al-Shara, était engagé dans la gauche panarabe. Mmh. Vous avez beaucoup circulé en Syrie. Quel effet ça est-ce que tout est à recommencer? Quel est l'état du pays? Il est 90 de la population est en deçà du seuil de pauvreté. On Tout à part fait. vraiment de très bas. Oui, oui, Mmh. oui. La pauvreté est véritablement extrême. Et d'ailleurs, c'est très touchant parce que j'ai rencontré de nombreux Syriens et de nombreuses Syriennes qui voulaient pas me montrer qu'elles étaient extrêmement pauvres. Parce que la pauvreté aussi vous apprend à maintenir votre dignité, c'est un vrai enjeu. Et je crois que pour les Syriens aujourd'hui, c'est aussi celui-ci, c'est de retrouver sa dignité. Et la guerre a beaucoup abîmé cela, la guerre civile et aussi toutes les diverses manipulations qu'il a pu y avoir. Mais ce que j'ai observé, effectivement, c'est un pays ravagé, un pays véritablement dévasté. Vous roulez des kilomètres et autour de vous, ce n'est que dévastation, décombres, gravats. Donc il y a un enjeu de reconstruction qui est énorme. Mais ensuite, ce que j'ai observé aussi, c'est la joie d'un peuple libéré. Ouais. Et ça, c'est vrai que sur le plan émotionnel, c'est bouleversant. Et je crois que c'est encore en cours, en fait. Il faut imaginer qu'il y a des familles qui courent Damas, Homs et tout, et qui placardent partout sur les murs, les mosquées, les églises, les poteaux, des photos de leurs membres, des oncles, des frères, des sœurs qui ont disparu et elles espèrent, elles mettent un numéro de téléphone, une photo et elles disent: «Si vous avez la moindre information, dites-nous, qu'est-ce qu'elle est devenue?» Il y a aussi cette volonté, en fait, c'est un peuple qui a envie de se retrouver. Il y avait bien sûr une répression, terrible, aveugle. Il y avait aussi beaucoup de corruption. Est-ce que le nouveau régime va vous paraître sur des bases plus solides pour relever le pays, ce qui est un enjeu essentiel? Tout à fait, c'est un des enjeux considérables. Celui-ci, c'est faire le ménage, C'est nettoyer la crédible, il y corruption. avait vraiment s'il y avait tous ces services publics, c'est aussi peut-être qu'il y avait pas, une corruption aussi répandue qu'à Damas. Exactement, exactement. Et ça, la population lui en est gré vraiment à Joulani et à son entourage. C'est vrai que cette question de la corruption est fondamentale. Comme je vous disais, il fallait payer des pots de vin pour, pour 1 litre d'essence, fallait satisfaire le clan qui avait le monopole. Donc tout ça, ça doit être gommé. Mais je crois que Ahmed al-Shara a aussi dit que la corruption n'aurait pas droit de cité. Maintenant, on va voir comment cela se met en pratique. Mais ce qui est intéressant, je prends parce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais par exemple, la Syrie, c'était un narco-État. C'était le Oui. laboratoire du Mmh. Captagon, c'était le principal fournisseur de Captagon, pardon, cette amphétamine qui fait des ravages notamment au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les Saoudiens et Ont d'autres acheté, mmh. dans la région sont très contents aussi d'avoir que Bachar el-Assad ne soit plus là parce que et ça, c'est vraiment des ravages Mmh. monstrueux dans leur population. Et donc là, Ahmed al-Sharah a utilisé le terme de purifier. Il envisage de purifier la Syrie de cette drogue. Et ça montre aussi cette volonté un peu d'aplanir, de mettre Mmh. en place une Syrie vivable, Donc habitable. l'enjeu, c'est la levée des sanctions pour pouvoir, avec des investissements turcs, saoudiens ou autres, faire redémarrer. Ça peut aller peut-être très vite? Tout à fait, ça peut aller très vite. Maintenant, comment cela ça va se mettre en place, sachant que, comme je disais, la communauté internationale attend des gages. Mmh. Des gages sur les droits des minorités, des gages sur les droits des femmes. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de signaux contradictoires. Et je pense que c'est là où aussi Ahmed al-Sharaa va avoir beaucoup de difficultés. C'est à la fois son entourage et puis toutes ces factions armées. Il y a encore beaucoup d'armes qui circulent, qui considèrent qu'il était pour un radicalisme beaucoup plus prononcé sur le plan religieux et qui trouvent que cette modération leur est préjudiciable. Et eux, comment ces personnes-là vont réagir, c'est vrai que c'est une inconnue. Mmh. Parce qu'il risque d'avoir une opposition armée, ou terroriste, Oui, il ne faut pas oublier que l'État islamique existe toujours aujourd'hui en Syrie, hein. mmh. Il est toujours actif. Alors certes, pas autant que par le passé, mais il est toujours actif. Et il y a d'autres factions qui n'ont pas voulu rejoindre HTC et les autres groupes rebelles lors de leur union.
qui n'entendent peut-être pas aussi rendre les armes. Et du côté des Alaouites aussi, il faut Ouais. observer ça, comment ça va se mettre Mais en donc place. le pari raisonnable pour les Occidentaux serait quand même d'essayer de faire confiance et de vérifier. Oui, ce serait celui-là. Pas de bloquer la porte tout de suite, Bien et sûr. donc d'essayer d'avoir une politique d'engagement par rapport au nouveau régime. Oui, oui, Mmh. exactement, oui, Mmh. mais de ne pas heu, se focaliser sur une poignée de main, Ouais. non serrée avec une femme, c'est je même si, il y a des inquiétudes très justes, quant à l'avenir, et au sort des femmes, hein. De nombreuses Syriennes sont très inquiètes, ne cachent pas leur inquiétude. Et c'est un élément important à prendre en compte. Ahmed El-Sharaa et ses différents porte-paroles ont assuré que les femmes participeraient à la reconstruction de la Syrie, qu'elles seraient des actrices à part entière de cette nouvelle Syrie. Maintenant, il va falloir effectivement le montrer et que ça puisse se faire, sachant qu'il y a eu des signaux très contradictoires qui ont été envoyés par certaines personnalités et qui venaient d'être nommées. Je pense à l'une des rares femmes nommées au sein du gouvernement transitoire, qui est Aïcha El Debs, et qui, lors de sa première interview à une chaîne de télévision turque, explique que les femmes doivent rester dans le rôle qui leur a été confié par Dieu, à Mmh. savoir un rôle éducatif. Ces propos ont semé énormément de colère et de confusion, mais ils ont tout de suite été gommés par Il y a le quand même une porte-parole. société civile qui a continué à survivre sous Bachar. Tout à fait. Il y a une société civile qui a continué à survivre, des élites urbaines, des élites économiques, et qui entendent là aujourd'hui faire partie du processus. Et je crois que c'est un des enjeux aussi, c'est comment Ahmed El-Sharaa va intégrer les révolutionnaires de 2011, qui sont des pacifistes non armés. Comment vont-ils être intégrés dans le processus politique, dans le Et processus le de retour transfert? d'exilés politiques Bien aussi? sûr, se Mmh. pose la question du retour des exilés politiques, mais j'ai envie de citer Yassine El-Haj Saleh, qui est une des grandes figures de l'opposition syrienne exilée. Il était exilé ces 10 dernières années en Allemagne. Et Yassine El-Haj Saleh, que j'ai récemment interviewé dans Mediapart, et qui a fait son retour au pays, et ce qui était absolument bouleversant, puisque lui, sa femme a disparu entre les mains de Jaish al-Islam, un groupe salafiste djihadiste en 2013, lui me disait, parce que justement il y a cette inquiétude de revivre les révolutions ratées dans le reste du monde arabe, de la Tunisie à l'Égypte, en passant par la Libye ou même le Yémen. Euh, Lui, il dit, nous, on va réussir. Parce qu'on a eu 13 ans. On a eu 13 ans de guerre civile, et ces 13 ans de guerre civile ont été aussi une formidable leçon de politique. Il y a eu un apprentissage politique ces 13 dernières années, à bas bruit, et ça va nous aider. Il est persuadé que ça va aider la Syrie nouvelle à se reconstruire. Merci Rachid Al-Zouzi. On pourra continuer à suivre votre analyse de la Syrie dans Mediapart. Merci de cet entretien. Merci à vous, et merci à tous ceux qui travaillent à vos côtés à l'IRIS.